Alors bonjour Claude, je suis venue. Bonjour Carole. Tu m'as invité à venir pour que nous parlions de Mu. Et puis certainement qu'il y a des choses que non, de tes derniers livres. Voilà, mais Mu particulièrement m'a interpellée parce que c'est un récit où il a une structure narrative. Alors c'est un texte quand même très poétique qui évoque une demi-journée, la dernière journée d'une résidence d'écriture, hein, dans lequel tu évoques le présent, mais aussi, voilà, tu peux peut-être le montrer, paru aux éditions Pures. Hein. Voilà, tu évoques aussi effectivement des souvenirs, il y a des tas d'allers-retours dans les strates temporelles. Et puis, on a l'impression que c'est effectivement, tu le dis, tout respire dans tout. Et en lisant Mu, j'ai eu l'impression de trouver une respiration en quelque chose qui ouvre la porte du souffle originel, hein, de quelque chose, cette espèce de souffle qui est celui de l'univers, le souffle créateur. L'inspiration aussi. Cette inspiration artistique, mais aussi l'inspiration prendre son souffle et qui renvoie à cette inspiration spirituelle. Oui. C'est ça. Oui. Donc, ton texte commence par un récit un peu anecdotique, hein, tout à fait, j'ai envie de dire, un récit avec une temporalité, avec des personnages. Et il y a une cassure. Où, comment, quand et pourquoi. Voilà, pourquoi ça amène à cette cassure. Alors, bon, c'est vrai que c'est un livre très particulier. Ça porte un nom en chinois, et donc j'ai oublié le nom, mais en France, c'était autrefois, alors, il y a très longtemps, parce que ça a pris un tout autre sens, ce qu'on appelait la romance. Mais c'est-à-dire qu'il mêlait du poème en vers à l'époque et du récit, la narration, la prose. De toute façon, le poème a été narratif aussi. Mais et ça porte un nom asiatique qui est c'est une forme en Chine très très connue qui j'ai plus à l'esprit, mais qui est dans l'interview, l'entretien à la fin du texte. Alors. Parce que j'avais Mu, c'est un récit au départ. C'est le récit d'une matinée, tout simplement, qui commence, d'ailleurs il est structuré de cette manière, qui commence par chaque chapitre, qui s'ouvre d'ailleurs par un sonnet, contemporain bien sûr, hein, ou par s'ouvre, vendredi 17 août, 6 h au monastère de Hesse. Bon, et qui se terminera le 17 août, à midi, au monastère de Hesse. Donc c'est de 6 h à midi, voilà. C'est un peu... c'est quelque chose qui se déroule, le récit se déroule de 6 h à midi, mais il y a un jeu, c'est-à-dire que censément, le personnage, le jeu qui parle, regarde en même temps le cahier qu'il a tenu pendant censément, hein, c'est en partie un artifice, c'est en partie vrai, c'est en partie un artifice, qu'il a censément tenu pendant les 10 ou 15 jours de séjour dans cette résidence d'écriture. Alors le monastère de Hesse, il n'y a rien de secret, c'est le monastère de Saorge tout simplement. Et c'est vrai, j'ai fait une résidence, mais le travail s'est fait après tout à fait autrement. Et il y a trois types, donc c'est le récit d'une matinée. Bon, avec au départ une matinale, ce qui était au fond une des formes aussi du poétique. Et ça commence comme un récit simple, tout simplement parce que, je dirais simplement, parce que ce paysage, c'est le paysage de mon enfance. Voilà, je suis née à Nice et j'ai passé ma vie à Nice, entre d'un côté le bord de mer méditerranéen, la côte niçoise, côte d'Azur, et tous les étés, je l'ai passé dans l'arrière-pays alpin. Voilà, donc dans l'arrière-pays niçois, donc dans ces vallées, hein, sur la vallée de la Vésubie, soit justement à Saorge, et automatiquement, me retrouvant dans ce paysage, me sont revenus des souvenirs d'enfance.
Donc le récit commence par la description de la cellule, tout simplement, la cellule monacale dans laquelle je me trouve. Au mur de la cellule, le soleil estompé, le temps a rongé les fresques, rendu le motif indéchiffrable, traces de feuilles de laurier en équerre, soleil crevé, sur la lune et les carnages de sa naissance ou de son extinction, les autres cartouches, bon, les cartouches de la, sont encore plus effacées, etc. Je décris, je commence par la description de la cellule. Et puis au fur et à mesure, le récit va égrener ce que la contemplation du lever du jour va faire naître de souvenirs, qui sont des souvenirs de ce lieu, et de cette enfance, de mon enfance. Donc en ce sens-là, c'est un récit d'enfance, et va faire aussi l'égrenage du carnet, hein, va faire venir soit du poème, soit de la prose, parce qu'il n'y a pas une division entre le carnet qui serait du poème, c'est-à-dire qui est écrit en italique dans le texte, et le récit qui serait en caractère droit. Non, en caractère romain, quoi. Non, il y a, dans les deux cas, il y a passage du récit de la structure narrative au poétique, ou passage inverse de la structure poétique au retour à la structure narrative jusqu'à la fin. Alors, il faut quand même voir, et ça ce sera dit au fur et à mesure du texte, que le thème de ce séjour, c'était entrave et empêchement. Donc c'est à la fois, on peut dire que c'est une méditation sur la vie, tout simplement. Et entrave et empêchement, c'est une méditation sur l'existence, sur la mienne en l'occurrence, sur le sens de cette existence, sur qu'est-ce que c'est les entraves et les empêchements. Et j'en ai eu ma part, comme tout le monde. Et ce sont eux qui sont, c'est à partir de cette méditation, donc c'est à la fois une méditation, une contemplation du paysage, méditation sur la vie, et souvenirs qui vont venir, soit souvenirs d'enfance, mais aussi souvenirs plus présents. Il y a Paris à un moment donné qui surgit là au milieu, parce que ma vie est à la fois entre effectivement un retour à ces lieux où je suis né, où je passe encore des vacances, etc., et ma vie parisienne. Et tout ça se mêle dans un récit, oui, qu'on peut appeler poétique. Oui, le poème, il y a une place majeure. Alors tu as parlé de souffle. Je pense que effectivement, c'est le terme même qui est central. Alors le souffle, on pourrait dire le pneuma grec ou le rua hébreu. Hein, c'est même mots qui sont... alors, ça a à faire à l'inspiration, mais au départ, l'inspiration, c'est simplement un mouvement de la respiration. D'ailleurs, c'est dire, comme on est dans le texte, c'est un mouvement de la respiration qui, par rapport à l'expiration, sont des euphémismes. L'expiration, quand on dit il a expiré, pour signifier la mort, et l'inspiration pour signifier la vie. Donc, c'est quand même puisque c'est une méditation sur la vie, évidemment que ce souffle, hein, il est fondamentalement dedans, d'autant plus que je ne peux pas dissocier pour moi le poème du souffle. Je vais par exemple lire le tout début, tout simplement, l'entrée dans le texte, qui va permettre de voir, et en même temps une réflexion sur l'écriture. Tout ça s'entremêle, ces fils s'entremêlent, et il y a aussi au début des petits, et dans le texte, dans un autre caractère, des sonnets. Bon, et ces sonnets, non rimés, mais qui sont dans la forme du sonnet anglais, ces sonnets, eux, sont postérieurs. Ce qui fait qu'il y a des temps bien postérieurs à ce qui se passe là. C'est la ponctuation de l'écriture qui après revient sur elle-même, beaucoup plus serrée, parfois un peu hermétique d'ailleurs, hein, et volontairement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est oublié, il ne reste plus que des sensations, il ne reste plus que... Voilà comment ça fonctionne. Il y a une circularité. Voilà. Alors, par exemple, au mur de la cellule, le soleil estompé. Le temps a rongé la fresque, rendu le motif indéchiffrable. Traces de feuilles de laurier en équerre, soleil crevé sur la lune écarlate de sa naissance ou de son extinction. Les autres cartouches sont encore plus effacées. À la comparaison avec ceux des cellules mitoyennes se reconnaissent bâton, épée, marteau, tenaille, corps de l'obéissance sont dans l'appel du croyant. Seule la face christique d'un verre délavé, fondu dans le plâtre, comme essuyé au mouchoir de Véronique, est encore lisible. Mes yeux vont de cette monnaie des siècles aux notes prises le matin du premier jour. 1. D'aube et d'avant le mot. 2. Le village d'enfance.
froid, les tous morts, puis en vrac, au jade du lavoir, raidillon abrupt, maison à pic des pentes, déboulés de rocs et de ravines dans le coupant en V des vallées où coulent des rivières torrents, Vésubie, Roya ou Verdon. Tu respires dans ton sommeil, paroles de poumons, pas encore façonnées par les lèvres ou les lettres, irriguées de souffles et de fluides, ponctuées de haltes. Elle tâte le matin de Cécile jusqu'à la page où elle prend dans du mot. Autre chose s'écrira que je tapote sur le clavier dans l'apaisante d'un récit d'enfance que tout ici convoque. Ce n'est que fagot, petit bois pour allumer l'écriture. Il y a longtemps que je n'ai pas employé ni entendu le mot fagot. Je ne ramasse plus de fagots. Autrefois, disaient les villageois, pour qui ce terme désignait un temps non seulement passé, pour le passé ils disaient simplement avant, mais révolu, dont les manières, les habitudes, les croyances et même le langage avaient disparu. Autrefois, j'ai vécu dans un de ces hameaux à flanc de montagne, avec les mêmes rues pavées de pierres asymétriques, les restants que plantés de châtaigniers, les bancs sous les maraîniers et les tilleuls, et dès le 15 août, à l'horizon fermé d'école, des fonds d'orage bleutant la lumière et couvrant le ciel de leurs ailes d'ombre. Celle duveteuse de ce matin, battante de clarté et de paupières, te dresse au bord du lit longiligne pinceau de peuplier le long de la rivière. Tu t'étires, 6 heures à peine, ta voix teinte entre les murs, billes bondissantes et tactiles. Il passe du jour venant, de la hâte et du froissé, la fenêtre ou l'édredon, l'aube est aqueuse, son esquisse de paroles premières dans du blanc qui regarde. Voilà le tout début. Et puis après, ça repasse au récit, je sais encore prévoir la venue de l'orage, et puis ainsi, et ça passe ainsi en alternance, sans arrêt, entre le circulaire. récit et circulaire. Voilà. Et la circularité, justement, ce que j'avais, c'est que comme une spirale, ce récit circulaire, soit il a ni début ni fin, ou alors il y a un éternel recommencement, mais c'est initiatique, certainement. Et certainement, moi, ce que j'y vois, c'est aussi comme comme la littérature, hein, comme chaque livre a un éternel recommencement à chaque fois qu'on le lit, à chaque fois qu'on l'ouvre, et le langage, finalement, qui est toujours une actualisation différente. Oui, bien sûr. Alors, c'est en même temps, effectivement, une méditation sur le langage et sur l'existence. Alors, il travaille en spirale, mais il y a quand même une durée, puisqu'on est de 6 heures du matin à midi, avec d'ailleurs une attention très pointue à la lumière. C'est-à-dire que la lumière va aller changeant à chaque chapitre, hein, puisque chaque chapitre va être, qui porte un titre. Le premier chapitre, par exemple, s'appelle Vendredi 17 août, 6 heures, monastère de Hesse, les mots, le vent, les herbes racontent. Par exemple, le deuxième chapitre va se nommer, bon, je ne vais pas tous les... mais pour en citer quelques-uns, voilà, par exemple, c'est le 3 sur lequel je tombe. Le troisième chapitre, 8h20, ce qui s'éboule et se moissonne entre pics et monts. Le 4, et chaque fois, le chapitre, le soleil s'est levé, la nuit aussi en lui. Et ainsi jusqu'au dernier chapitre. Qui sont des titres, qui sont d'ailleurs des titres, j'ai envie de dire, pas contemplatifs, mais qui ne sont pas des titres diégétiques, qui n'indiquent pas d'action, mais qui sont des titres qui décrivent, comme si on était au milieu de quelque chose, dans une posture de méditant, ou dans une posture de réception de ce qui a été, et de ce qui est encore. Tout à fait. Et le dernier, par exemple, le 7, puisqu'il y en a 7, le chapitre, vendredi 17 août, 12 heures, le ciel, l'épervier est rectifié. Voilà, c'est la conclusion. Hein. C'est la fin de ce parcours, qui est à la fois le parcours d'une matinée, le parcours d'une vie, et le parcours d'un cahier qu'on a tenu censément pendant les quelques jours du séjour à cet endroit-là. Voilà. Et le parcours du langage. Et le parcours du langage, complètement. Et énorme, parce que c'est cette profondeur que porte ce livre, d'interroger sans arrêt la circularité du texte et sa capacité à offrir une vue sur toutes ces potentialités-là, qui s'actualisent du coup grâce au mélange des genres aussi. Ouais, je dirais pas les genres. Je dirais que la forme méditative, ce n'est qu'un seul genre, c'est une méditation. Mais cette forme méditative, elle va passer de la narrativité, et il arrive que le poème soit narratif, au poétique pur,
ou au poétique pure. Bon, qu'est-ce qu'on entend par poétique pure? Ils ont une sensation du monde, hein, qui va plus être narrative, à une sensation du monde ou à quelque chose de plus fondamental qui va s'exprimer dans le poème. Et puis, par exemple, je te regarde, tu vois, par exemple, là, je parle, alors là, par exemple, c'est une méditation sur la vie. Des trèfles à quatre que je découvre à foison, me plaisant à croire au bonheur qu'ils sont censés porter, comme je joue à croire sans y croire, à tous les brimborions qui donnent semblant de sens à l'incohérence d'une vie, n'émanent qu'une demi-protection. À l'adré des collines, des saignées de bauxite s'ouvrent avec le jour dans le partage tranché d'une vie bipolaire, brimballant entre cime et abîme. La plénitude amoureuse y côtoie les grandes douleurs et l'aridité des réalisations empêchées. Mais ce constat n'est que la découverte, pour chacun nouvelle et cependant commune, que nos vies ne nous mènent pas où nous croyons aller. Il en est de la mienne comme des autres, un chaos qu'ordonne le regard rétrospectif. Dans cette charpie, l'impression de clarté que diffusée par les mots troués dans l'épée, pareille à celle des bulldozers forant la roche, est d'autant plus précieuse qu'elle est artificielle. Une fiction. L'éblouissement de la claque du jour au bout des tunnels traversés pour arriver ici, selon l'humeur, j'y vois une bouffée d'éveil, la promesse puérile de lendemain heureux, ou à l'inverse, l'annonce de l'ultime couloir censé s'ouvrir sur la lumière. Et puis on passe directement là, il y a donc une réflexion sur l'existence. Et directement, hier, au retour du petit déjeuner dans la salle commune, matin et son événement, fruits à l'offrande sur la table, repas de la bouche et de l'œil en pyramide de pêche et de brugnons, et grappés de raisins tombés du compotier. Le manger et boire matinaux dans leur cérémonial, le mystère omnivore et sa métamorphose de l'autre en soi. Il y a de la dévoration dans les mandibules, de la sauvagerie et de l'exaltation. Ce qu'on voit, cuivre de l'huisserie ou présence nocturne, touffe d'herbe ou filature de rayons, ce qu'on croque et qui craque sous la dent, les frités des biscottes, une croûte, un pépin, ce qui disparaît, ce qui apparaît, se défait et s'inverse dans le tremblement de l'aube. À écrire nécessairement après coup, ce qui mène aux mots, ce qui les détourne de leur cours est là. Érosion, alluvion, berceau et caveau, arrivés à une même drosse sonore et aquatique. Écrire mâchonne de l'absence. Le dit des dents plantées dans la chair farineuse d'un abricot à tourner court, le trompettant martial restant rade dans les gencives. Troupe d'on ne sait quoi consignée à la caserne. Un geste maladroit a fait dégringoler l'étagement des fruits floraux dans leur dispersion, sur la table, la ponte grumeleuse d'une orange. Au berre de la voûte, son échappée marine, dans le brassage liquide de l'aube et les colonnes crayonnées de volutes, le haché menu de chaque instant et le seuil de la chambre, aussi inexploré que l'univers. Le jour se lève lentement, capuche sur les pics, dans l'ambre d'une aurore géomètre qui joint et sépare les couples contraires. Dans sa mince ligne, l'espoir ou le regret d'unité commun à toutes les croyances. Une lumière rasante grimpe en auréole derrière les montagnes avec une insistance de sensation nue. Le matin sans la mûre et l'humide, sa graine nichée dans l'encorbellement des crêtes. Le jour s'épaissit, un peu confit. Son attendrissement dans l'un peu amolli de tout, son dessein et le nôtre dans le vide un peu branchu entre les particules et l'appuyer sur rien d'une humanité violente et frêle, le muscle tendu, le monde tournant le dos, sa vase élastique un peu de cela prend au corps, avec le lancer nerveux du figuier, ses feuilles mains, les nôtres, et la joue bleuie de coups d'une femme qui aile les rares passants pour parler à quelqu'un. Ce matin, pimenté de peau, de débris de rêve, et déjà nous escortant de l'imprévisible, ou bien le petit moine méditatif là-haut de ceux juchés sur son buffle, et le troupeau totémique des bêtes rameutées par le babillage amoureux. Les meutes que nous sifflons n'ont d'autres litières que nos voix. Appelle-les à la rescousse, ta voix rassembleuse, son épervier dans la clarté incisive d'un matin un peu sorcier, un peu crayeux, un peu lent, lisse, ce matin un peu écrit sur la page du pré, sa verbe follette de cerfeuil, d'hysope et de coquelicot, et la parole à la jambe des arbres. Alors,
voilà, je suis obligée, c'est très difficile, quand il m'a dit d'ailleurs de lire des extraits, parce que c'est très difficile de lire des extraits de ce texte. Ouais. Alors on peut isoler un poème, tout à l'heure j'en isolerai un, je le lirai, je peux. Mais à l'isoler, on perd la signification du texte et sa construction. Ça, bon, c'est la règle du jeu, hein, que de lire des choses comme ça. Mais on enlève ce qui est le mouvement du texte, c'est-à-dire ce qui est ce passage d'une narration très simple. Parfois, là, on raconte l'enfant qui joue avec les herbes, l'enfant qui joue avec les sauf que rien n'est simple. Et c'est ce que tu écris. Mais pas compliqué. Mais tu montres la beauté des choses. C'est pas la simplicité, c'est pas la beauté des choses. Tu montres la beauté de chaque chose. Et c'est comme un fleuve qui coule ce texte. Donc évidemment que c'est difficile de le couper parce que aussi il y a une musique. Et au final, j'ai l'impression que ça fait comme un livre, les livres des méditants bouddhistes, et comme le mantra. Alors, et c'est un peu l'objectif, peut-être que la poésie, elle aboutit au mantra qui ouvre une dimension sur l'univers. Et je comprends que tu dises que ce texte est difficile à couper. Parce qu'il coule comme un... Et il est une musique. On ne peut pas le couper. Et il est ce mantra, finalement, il est le livre des prières. Quelque part, si tu lui enlèves... On enlève toute religion, la prière. Le livre des prières bouddhiques. Au sens... Ben, regarde, il y a un moulin à prière. Voilà, exactement. Donc, très très ancien d'ailleurs. Il est un os humain. Parce qu'il les faisait originellement un os humain, il doit être du 12e ou 13e siècle. Oui, ça a affaire à ça. Oui. Puisque c'est une méditation initiatique. C'est ça. Profondément. Voilà. On est dans la thématique de l'initiation. Mais comme la vie. Comme la vie. La vie est initiatique, bien sûr. Alors, par exemple, tu veux que je te montre encore des exemples? Allez, vas-y. Alors, après, tu enlèveras. Hein, j'enlève rien là pour l'instant. Mais, par exemple, voilà donc un sonnet qui s'insère au milieu, donc très serré. Et puis après, on va avoir un récit au contraire très simple. Très simple. Quand je veux dire simple, je veux dire que l'immédiateté narrative est donnée. Alors que là, par exemple, elle ne sera pas donnée. Échappée. L'aurore métissée de nuit casse dans le bricolé du bout à bout. Elle inaugure pourtant, ne serait-ce qu'un émiettement et une taie de ciel amidonné. Ce qui nous fend de manière violente, intempestive, libère du dansant et couve cotonneux sa dose d'irréel. Son cuticule d'œuf de caille en dôme tacheté sur le faîte des tuiles. Ce qui balbutie, à l'entrevue du jour et de la nuit, aucune bouche ne le prononce. Cette défaillance ordinaire dissout les catégories. Ce qui s'élimine ainsi de jugement est libératoire. Tension ténue entre grenouilles d'arbres et monts jaunes, la fine amore et l'effroi de la terre étoile morte. La lumière forge à plusieurs enclumes, le désir à de nombreux confins, l'esprit a son besoin d'illimité. Voilà, ça c'est beaucoup plus serré. C'est plus serré, mais ça dialogue avec l'alentour. Avec l'entour complet. Exactement. Voilà. Et tu aussi, je sais pas, que tu donnes plusieurs strates comme ça tout de suite au poème. Tu vois, par exemple, alors qu'après, assise en tailleur à la lisière du pré, on est dans le souvenir, l'enfant effeuille en même temps la corolle et le mot. Passiflore, la passiflore, dont le nom recèle dans ses syllabes le pouvoir de la soustraire à sa destinée végétale, de conjurer le ternissement des teintes, le ramougrissement des feuilles, l'odeur putride des bouquets fanés et des couronnes mortuaires. Passiflore, passifole, la passiflore, si différente des herbes toujours folles, comme les vierges de la parabole, proliférant au gré de leur humeur dans les champs et les potagers où il faut les sarcler sans pitié. Entre les plantes domestiquées, l'herbe rebelle hérisse un crin rétif, rue, pissenlit, belladone, chélidoine, chaponnaire, qui arraché ici repousse plus loin avec une vigueur accrue, s'élance à la conquête des cimes cinglées de traits capricieux. Le pelage des herbes découvrait à l'enfant la respiration de la terre, couverte d'une écriture sensuelle et vigoureuse, l'invitant à un énigmatique déchiffrement. À la promesse de béatitude qu'offrait le mystère compliqué de la passiflore, je préférais déjà l'invite fougueuse des herbes, leur liberté frondeuse, leur nature roturière et réfractaire à la préciosité nobiliaire des fleurs.
Tout en haut, là où le bordage des champs se disloque, la toison d'herbe déferle avec une puissance sauvage, grimpant à l'assaut des alpages, qu'elle couvre d'un vert dru piqué d'esquilles par les premières glaces. Pour l'enfant, l'arche de Noé avait la forme d'un pic neigeux peuplé de vaches, de chamois et de mouflons, sous un ciel de ce bleu impossible à qualifier autrement que de marine, tant il tient de la mer sa référence. Dans cette imagerie native se réconciliait la dualité d'une enfance partagée entre l'été alpin et l'hiver au rivage méditerranéen. Il fusionnait dans un paysage mental fait de montagnes moutonnant en vagues, de vagues hérissant leurs falaises, d'eau frémissant aux ondulations herbeuses et de crêtes calcaires surgissant des ressacs. Entre les deux, tissu invisible qui les rassemble, soufflait ce même vent qui, à l'instant où je le nomme, emporte mon papier et penche le bout des branches vers leurs racines. C'est une mince brise, avec au fond un zonzon d'abeille dans son crissement flûté. Le vent, son chant, quel vent! En tout tourbillonnant, brassant, fouillant, le déliement, l'impermanent de chaque instant. Voilà, on voit bien passer là du récit. Hein, et puis d'ailleurs, je bute beaucoup quand je lis ce texte, pour une raison simple. Bon, je bute parfois, mais enfin pas très souvent quand je lis mes textes, mais parce qu'il est écrit petit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai pas du mal à le lire, mais il aurait fallu que je le tire en plus gros. Enfin, peu importe, c'est pas très grave, je bute un peu, c'est pas une lecture. Non, mais voilà, c'est parfait, voilà, tu butes un peu. Donc circularité et est-ce que tu penses que la poésie a à voir aussi, il y a un sens où le récit, ou la prose poétique, où tout récit a quelque chose à voir avec il y a quelque part un mantra, il y a quelque part un pouvoir sonore des mots, un pouvoir, oui, c'est là ce que tu exprimes, mais... Dans le poème, si je puis dire, bon, voilà, j'allais dire, le poème, pour moi, ce qu'on appelle le poétique, après qu'il s'écrive en prose, qu'il s'écrive en vers, c'est une autre question. Michaud fait une distinction un peu de bête. Une distinction qui n'a pas lieu d'être. Non, disons que il a quand même affaire systématiquement à du rythme de la langue, que ça soit travaillé. Alors, avec toutes les passages qui va aller du poème en vers jusqu'à ce qu'on appelle la prose poétique. Voilà. Et là-dedans, il y a ce jeu de passage, en passant par le poème versifié, au sens où ça peut être des longueurs égales, jamais rimé, jamais rimé parce que ce serait trop lourd. Mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit de texte poétique en rime, hein, ce bijou d'un sou, comme disait Verlaine. Non, je n'écris pas en rime. Mais il peut m'arriver, par exemple, comme il y a des choses que non, d'écrire des alexandrins, parfaitement réguliers, parfaitement, bon, ça peut m'arriver. Il peut y avoir de l'orthosyllabe, il peut y avoir voilà, c'est ce souvenir du poème qui vient des formes fantômes, hein, en quelque sorte, qui viennent hanter le travail. La bibliothèque intérieure. Voilà, moi j'appelle ça les formes fantômes, et j'aime bien qu'elles viennent hanter, on entend le texte, c'est à la fois du clin d'œil, c'est à la fois, beaucoup de choses, et puis c'est le fait que nous sommes dans une filiation toujours poétique. Mais, et que on est là pour inventer, c'est évident, si c'est pour refaire ce que Victor Hugo a fait, c'est pas la peine, pour refaire ce que Baudelaire a fait. Donc voilà, il faut donc être dans cette recherche permanente. Alors, en revanche, c'est vrai que je ne dissocie pas le poème du souffle, même si ce souffle est étranglé dans sa gorge. C'est-à-dire que même si à un moment donné, ce souffle peut donner un poème très heurté, un poème cassé, un poème troué, un poème qui se disloque, etc. C'est pas du tout un souffle au sens de quelque chose qui aurait affaire à une épopée, telle qu'on l'entend traditionnellement. Parce que par exemple, il y a des choses que non, c'est une épopée contemporaine. Mais écrite à la manière contemporaine et donnant... mais je crois qu'aussi... l'accord qu'il pouvait y avoir entre le monde et l'écriture, nous ne sommes plus dans un monde plein, nous ne sommes plus dans un monde où on pense que le langage, ou que la capacité du langage à dire l'être ou à dire le monde. Hein, nous sommes dans un monde non seulement de l'incertitude, mais de la cassure de l'incertitude, et donc automatiquement cela se reflète dans la poésie. Non, le problème de référents également, le floutage des référents. C'est ça. Moi je dis même jusque-là, puisque
Oui. Le premier texte, absolument. le premier texte, La mort n'est jamais comme, je l'appelais dans ma tête, je l'aurais jamais appelé comme ça, mais je l'appelais Ode brisée, tout simplement parce qu'Ode, ça veut dire chant. Simplement, c'est pas l'Ode, mais c'était en référence à Pindare. On voit bien comment l'Ode de Pindarique est pleine, etc. Et là, je l'appelais Ode brisée, puisque ça a affaire à la mort, etc. Un chant brisé. Et je pense que nous sommes. Parfois, il retrouve sa plénitude. Il y a des moments où il retrouve sa plénitude, il y a des moments où il est au contraire fondamentalement dans sa brisure. Voilà. Et dans Mu, du fait que ça a affaire. Ils sont convoqués quand même, bon là j'ai doublé quelques années après, on quitte l'enfance et puis on va, il y a quelques souvenirs d'enfance comme ça, et puis pas comme ça, mais qui ressurgissent. Il y a aussi le souvenir des morts, à un moment donné, la liste des morts, qui sont toute cette parentèle qui mais est... toujours dans cette de fait considérer la matière et ce passage terrestre dans une posture, j'ai envie de dire, immobile, dans un milieu, au milieu du mouvement de la vie. La mediocritas aurea, Voilà. c'est-à-dire dans le milieu, oui, milieu au sens de la médiane. C'est ça. C'est-à-dire être dans cette posture où, dans la conscience qu'on participe de ce tout, et qu'on participe d'un instant très, très éphémère, et qui va, d'ailleurs, cette année, je crois que le thème du printemps des poètes, c'est l'éphémère. Et on m'a demandé de participer à 2, 3 déjà présentations poétiques. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais lire pour l'éphémère? Je me suis posé un peu de questions. Et puis je me suis dit qu'au fond, j'étais peut-être mu, des fragments de mu, qui auraient le plus à faire à l'éphémère. Quand ça saisit une couleur, un instant, c'est vraiment, j'allais dire presque impressionniste, hein, dans le sens Monet, dans le sens du travail, par petites touches, du moins d'un point de vue de la sensation, pas pour le récit, mais d'un point de vue de la sensation, ces petites sensations partielles qui obtiennent ce flou un peu mouvant, hein, dans lequel nous sommes, dans lequel nous sommes dans Mu, dans lequel je suis dans Mu. Sauf que le sujet, la personne qui énonce ou l'instance n'est plus dans la fragmentation. Elle est dans la hauteur et dans la distanciation nécessaire pour que tout ça, ça forme un parcours comme un fleuve et comme une circularité aussi. Mais même, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Mu? Non, non. Eh ben voilà, parce que je le dis là. Ah oui. Oui, je le dis, mais tu... Oui, c'est là. J'ai relevé en plus. Voilà, alors par exemple, juste là, Mu, parce que Mu, ben, je vais d'abord le dire dans... Oui. Voilà, alors on commence, voilà, comme quelqu'un, je suis en train de lasser mes chaussures. Alors, debout, pieds chaussés de cuir, douillettement et lourd, je prononce ton nom, lèvres ajustées à son sonore, serti de silence, comme la fine écriture penchée du carnet à la masse montueuse des draps, les murs à la chaux et du matin qui avance. Vaste, je dis, mais pas vaste, là, simplement. À la mimique des mots, langue, lèvres, mâchoire s'animant à les prononcer comme phalange à les écrire, ils retournent à leur nature de chair et de muscles, au son inarticulé du mu, proféré bouche fermée d'un ton plaintif, et dont dans ma langue découle aussi bien le mot que le muet. Ce grognement de groin et de bouche, balbutiant un essai de syllabes, rejoint à la même mangeoire les cabrioles du langage dans une gémellité originelle du prononcé et du mutique, sa portée prolifique, tirant à U et à dia le motus et bouche cousue de l'indicible, la mystique et les mystifications, le murmure et le mugissement. Broussailles de mots que je broute et rumine, comme à l'angle de la fenêtre le troupeau de bovins couchés sous les pommiers dans une jointure entre parole et meuglement, un retour au verbe du verbe à sa litière originelle, à sa panse sonore, rien d'autre que le mutisme qui l'emballe, la vibration des babines, le gonflement du larynx, l'encolure tendue dans le beuglement, ses corps vivants, son paquet d'organes secoués par le cri, le rire, le jouir, la douleur qui s'ébat et se débat dans ces buissons étrangers à la gloriole de l'esprit. On est vraiment sur... Et donc, mu, c'est ça, c'est la racine indo-européenne de mots aussi différents que muet, mot, mystique ou meuglement. C'est ça.
Et moi, j'aimais bien, ce qui m'intéresse. L'histoire de l'humain, quoi. Initialement, il s'appelait Mu, M-U. Voilà. Mais comme ce livre a été publié, non pas Mu, M-U-E-S. Ouais, ouais, Et ouais. c'est aussi un livre de Mu, parce que l'histoire Ouais, bah d'une oui. vie, c'est une histoire de Mu. Bah oui. Donc ça pourrait aller. Mais en français, Mu, M-E-U, pouvait à la limite, pour un lecteur, se comprendre comme le participe passif. Il a été mu par... Ouais. Donc ça veut dire quelque chose. Mais comme le livre est paru à la fois en français et en anglais, en Amérique, Ah oui, donc ça va pas. la version anglaise est là-haut, Ouais. et qu'en anglais, bien évidemment, la racine du mot du mot muet n'est pas du tout la racine indo-européenne, c'est une racine celtique. Ouais. Donc pour en anglais, mu n'a absolument aucun sens. Donc mon éditeur, et je sais que le titre appartient à l'éditeur, qui est quand même Christophe Lamieux, Ouais. qui dirigeait la collection, Christophe m'a dit, mu, c'est très bien pour les Français, mais les Anglais ne vont pas du tout comprendre, c'est pas traductible, et ils ne vont pas du tout comprendre. Non. Bon, on pourrait mettre mu, M-U-E-S, parce qu'aussi c'est une histoire de mu. D'ailleurs, je le dis à un moment donné, Oui. je pèle les pages, je pèle mes oui. lieux, etc. Alors il a pris un U-E-S, de la notion de métamorphose. Mais au départ, c'était mu. Voilà, le meuglement et le meuglement et le mot. C'est ça. Et le muet en même temps. Ouais. Le mutique. Bah oui, le mutique aussi. qui habite toute parole. Tout le langage. Voilà, tout le langage. Donc, c'était un titre, en ce sens-là, très significatif. Bah oui, c'est ça. Mais enfin, mu l'est aussi, parce que c'est aussi les mus du langage, c'est aussi les mus de moi-même, c'est aussi, bon, donc ça va très bien. C'est aussi, tout simplement, au premier degré, les mus du lever du jour. Depuis la fine clarté jusqu'au plein soleil de midi. Midi, comme aurait dit Valérie, midi le juste et ajuste ses feux. Non, midi le juste, je sais plus quoi, c'est pas juste. Non. Et je sais plus quoi, c'est feu. Bon, le mot m'échappe. Donc on va effectivement de ce début, même avant l'aube, de l'aurore. Donc 6 heures, c'est l'aurore, c'est juste le tout début avant l'aube. Ouais. Puis on passe par l'aube et puis on aboutit au plein midi. Ouais. Et à la découverte, évidemment, de quelque chose. Voilà, on va pas le dire. Mais ça, je vais pas le dire. Pas du tout. À la découverte, évidemment, qui va être une découverte de ce parcours à la fois de mémoire et de méditation. Voilà. Et ça, je vais pas le dire. Et toutes ces mues du langage, là. Alors, est-ce que tu penses que le langage peut muer comme ça et puis devenir justement ce souffle pur? Est-ce qu'on peut un jour mettre ça dans un livre? Parce que là, t'es pas loin, hein, t'es sur ce fil. T'es sur ce fil. Mais peut-être que j'en ferai pas le mot pur. D'abord parce que j'ai toujours un problème, moi, avec la pureté. J'aime mieux la pureté. Comment dire? Non, mais alors comment non, mais c'est dans ma connotation. C'est pas... non, mais t'as raison, peut-être, c'est connoté. Parce que moi, la connotation pure, que ce soit les races pures, les gens purs, allez, ça va. Je préfère ce qui nous caractérise humains. Nous sommes ambivalents, impurs, contractés, complexes, etc. Et donc, d'ailleurs, ce livre, en ce sens-là, est impur, au sens où il mélange plusieurs formes d'écriture. Mais, en revanche, là où ton mot pur, quand on parle d'un ciel pur, etc., c'est pas parce que les mots ont été... C'est un peu bébête. Non, c'est pas... Je trouve pas l'équivalent. C'est pas parce que les mots ont été salis parfois par des idéologies qu'ils ont perdu leur... Alors là, t'as raison. On peut en penser au pur de Mallarmé, peut-être autre chose. Mais, disons... Arriver effectivement à cette fine crête, très fine, où le mot est mutique, où le mot est juste à la lisière du silence, du mythique. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a des moments où le mot réarrive de façon plus puissante, et il y a d'autres moments où il est comme ça, juste à cette lisière du souffle. Absolument. Et où il arrive à la lisière du silence. C'est ça. Et il y a d'ailleurs mais en même temps très concrètement, il y a aussi des blancs à l'intérieur qui le signifient. Mais c'est ces moments-là, quand le mot arrive à cette lisière du silence, qui est le plus intéressant, et c'est pour ça que je pensais à quelque chose pas du mantra, du mantra, mais du mantra, j'aime bien. Mantra. Et aussi cette porte ouverte, alors là aussi le mot silence il est un peu galvaudé en littérature, machin, tout le monde le silence, mais cette porte ouverte sur l'humain, l'universalité, et c'est là que la littérature elle est, dans ce point focal, et qu'elle est rare, mais elle est là. Pour moi elle est là, c'est-à-dire
qui exprime à la fois une singularité, la singularité de qui écrit, celle ou celui qui écrit, mais cette singularité, c'est réussi, enfin, si je puis dire, cette singularité à la fois s'exprime, c'est ce qu'on appelait autrefois le style, maintenant on dit plutôt l'écriture, à la fois quand elle s'exprime, mais en même temps elle s'anonyme. Exactement. Voilà, tu vois. Oh, si elle s'anonyme pas, il ne se passe rien. Elle s'anonyme. Voilà. Pour moi, écrire, c'est aussi se désécrire. Voilà. C'est aussi à un moment donné sauter, ôter, c'est pas l'expression du moi, c'est l'expression d'un jeu. Exactement. Pas pareil. C'est en rusant justement avec le langage. Il faut jamais écrire avec lui si on veut se... Tu vois, et ça, Tari, ça se ressent dans Mu. Que tu es en face du langage, c'est un peu comme Laurite qui chante, mais pas dans la musique. Il est en face de la musique. Et toi, tu écris, mais en face du langage. Regarde, par exemple, juste un tout petit passage. Ah oui. Puisque, on parle du langage, puisque, parce que, car, donc, les charnières du besoin d'expliquer, de comprendre, justifier, et sa sorte de délire se dévissent. Ce qui se dit est fait pend aux arbres, son paquet d'imperceptibles ploies leur fête. En réalité, c'est le vent. Mais les deux yeux n'ont pas toujours une vision semblable, ni conforme à une unique version. Voir et sans pis-aller, ni marchepied, ni escabeau, ni aucune disposition d'échelle. Des vis sortent de leurs planches, le fracas du monde... Ah. Alors, je recommence, je recommence à voir. Voir et sans pis-aller, ni marchepied, ni escabeau, ni aucune autre disposition d'échelle. Des vis qui sortent de leurs planches, le fracas du montage tombant dans le désassemblé, son poids un peu partout. Ça importe. Les articulations du langage, les rondelles du répétitif, le chagrin du monde, son monticule de brutalité. Et pareillement, le chemin direct du retour à soi, un galbe de jarret sous le tissu, un segment de temps sans intention, la jointure des corps amoureux, le tout à l'heure empli de toi et le maintenant qui m'en éloigne. Voilà. Là, ça importe. Voilà, ça importe. Ça importe. Le monticule de brutalité, les articulations du langage, l'instant amoureux, etc. Voilà. Ça, c'est un texte qui est très long. Oui. Autour de, enfin très long, il fait 3 pages, voilà. Autour qui reprend sans arrêt, ça importe. Voilà. Ça importe le définitif inconnu, le suspens bondi d'une main qui se lève, le soin instable, la compagnie des livres, le cagibi mental, le marbre majeur de l'air, la pauvreté du cœur et de l'esprit, l'ébouriffé de nous et d'un pigeon qui secoue son carquois de plumes dans le fouetté d'un mot et sa révélation. Magnifique. Voilà. Et tu as sans arrêt, tu vois, l'image de ce village, c'est un pigeon. Exactement. Voilà, le mot et sa révélation, et puis le monde. Le mot, et puis l'amplitude, parce qu'il est mis à côté d'autres. Justement, il est mêlé à d'autres, comme dans la vie, on est mêlé à tout ce qui... Et c'est ça qui le révèle, finalement. Ça, c'est le travail d'écrire. Ah oui. Ça, c'est tout le travail d'écrire. Tu crois que c'est un travail? Ah oui. Est-ce que c'est pas aussi une posture, j'ai envie de dire, méditative? C'est pas contemplative. Non, je le dis d'ailleurs, je fais à un moment donné la différence entre la contemplation et la méditation. Qui étaient 2 exercices. Bon, il y a Foucault qui disait de méditation, là, qui faisait une différence entre... c'est une différence du Moyen-Âge. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on la trouve déjà chez Rabelais, on la trouve dans les... Je suis dans un monastère, oui. Donc j'utilise, je parle à un moment donné des monastères tibétains, etc. Oui. J'utilise le monastère comme un lieu de méditation spirituelle, au sens, je dirais presque que je préférais ontologique ou transcendante. Ouais. Mais je peux bien employer spirituel si ce terme désigne en lui-même ce qu'il dépasse et sa conscience d'être partie d'un tout, indépendamment de toute croyance. On peut croire, on peut ne pas croire, mais moi je ne veux pas mettre de croyance là-dedans. Donc il se trouve que ce sont je suis dans un monastère, donc un lieu, et qui est un beau monastère, où il y a des traces des moines, où il y a des traces d'une spiritualité. Ça pourrait en être un autre, je peux être au monastère de Shaolin, je peux être... voilà, donc ce lieu qui porte à la méditation. Et c'est vrai que sont convoqués
aussi bien hein, le Tsum kabbaliste, Bah oui. voilà, mais bien sûr que le yin-yang ou le Tao, ou bon, le zen, etc. Ça, ils sont convoqués tout le temps, ces éléments méditatifs. Mais quand j'ai parlé de travail, puisque c'est là-dessus que tu m'interroges, oui. Quand j'ai parlé de travail, c'est parce que c'est un sacré diable de travail. C'est-à-dire que c'est très travaillé. Ben, mes textes sont plus, que je mets 5-6 ans à écrire un texte, même plus parfois, que je publie peu, enfin peu, je publie pas mal, on me dit une vingtaine de livres, mais enfin, quand même, ce que je considère comme les livres importants, sont publiés tous les 5, 6, 7 ans. Enfin, important pour moi, je ne me permets pas, après, c'est les autres qui nous font écrivains et qui jugent de l'importance de ce qu'on a écrit. Mais disons pour moi, après il y a d'autres livres que je peux faire parfois, y compris avec des artistes, etc., qui ne sont pas de moindre importance. C'est pour ça que le moins important est faux. Mais disons les livres qui ont cette épaisseur, parce que ça fait quand même, et j'écris petit, ça fait quand même plus de 150 pages, et comme c'est le format normalement d'édition, il m'a été commandé ce livre, hein, donc c'est pas ça, on ne savait pas que je ferais ça, mais c'est Christophe Lamieux, donc le poète, qui a une collection très particulière, cette collection qui s'appelle Pur, où il a demandé un certain nombre de poètes, alors tantôt ce sont des Américains et Américaines, tantôt ce sont des Français et Françaises, et il voulait des gens un peu originaux, un peu, enfin que lui perçoit comme tel, c'est-à-dire qui ne sont pas, qui sont particuliers, qui ont une singularité forte. Donc il m'a dit, voilà, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai fait ça, voilà. Parce que je suis reparti d'un texte plus court, qui faisait quoi? Qui faisait 5 pages, hein, et qui a fait en fait un caractère un peu plus normal, il fait 200 pages ce texte. Donc enfin largement 150, 160 pages. Donc ces livres, j'allais dire, plus importants, comme L'amour n'est jamais comme il y a des choses que non, ces livres que moi je considère comme plus majeurs dans mon parcours, je mets 7, 8, 9 ans, 5, 6 ans, 7 ans, entre 5 et 7 ans quoi, à les écrire, 5 et 7, pas plus. Je mets entre 5 et 7 ans à les écrire, parce que je les laisse dormir, parce que je reviens, parce que... Alors celui-là, eh ben, il s'est écrit en 2 ans, 3 ans, parce que, mais en continu. C'est-à-dire que je ne l'ai pas lâché pendant 2 ans. Ça fait long, 2 ans. C'est long. Sans arrêt, tous les jours, hein, tous les jours, à reprendre les... Parce qu'il y a des choses, d'un point de vue de l'écriture, qui sont... moi, j'arrive pas à travailler l'écriture de façon... comment dire non, je trouve, j'adore en plus, hein, j'adore travailler l'écriture. Et ce travail d'écriture, bon, je pense à la phrase de notre prix Nobel, Claude Simon, l'écriture travaille celui qui la travaille. Donc à la fois, c'est la méditation qui construit l'écriture, et c'est qui la travaille, et en même temps c'est l'écriture qui construit la méditation. Parce que c'est bien gentil comment je médite, mais il faut que celui ou celle qui le lit entre dans quelque chose indépendamment de moi. Et j'ai eu, c'est vrai, sur ce livre, des échos assez étonnants. J'ai eu des échos d'un professeur d'université, une professeure d'une université en particulier, qui m'a écrit immédiatement, pour que deux même, qui m'a écrit immédiatement, 2 professeurs, et je vais intervenir cette année, qui l'ont mis au programme direct de leurs étudiants en maîtrise, parce que j'en dis mais c'est un livre très étonnant. C'est la première fois qu'on a un objet, depuis longtemps, que j'ai un objet, m'a-t-elle dit, de cette sorte entre mes mains, et un objet où j'ai une adhésion totale. Donc ça m'a fait très plaisir, évidemment. Ça fait très plaisir, ce genre de choses. Il y a eu aussi des articles, hein. Le dernier article c'était Cortégiani, c'était bon. Mais ça, là c'était autre chose, parce que c'était quelqu'un, non pas ni mieux ni plus mal, loin de là, mais simplement parce que les articles ça fait toujours plaisir aussi. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui a réagi directement, me connaissait en aucune manière. Et a réagi en prenant contact avec moi par mon site et en me disant, ben voilà, j'ai mes programmes, je voudrais que vous interveniez. Et je sais que je suis au programme cette année, 3 universités, je crois, où c'est des professeurs, des enseignants que je ne connais pas du tout. Voilà. Et qui donc, bon, travaillent qu'à partir de mes livres, non pas avec moi la moindre relation. Parce que tu interroges le langage quand même. Là. Ah, sans arrêt. Et quid, quoi, tu lui dis, voilà, il y a cette circularité, je te dis, comme le moulin à prière. Et puis
et puis tu l'interroges, et en même temps, on a l'impression au final que tu es au-dessus de la ligne temporelle, comme un témoin, comme voilà, comme si tu allais à la pêche de couleurs, de sensations, et que voilà. Donc évidemment... j'essaie de faire jaillir, disons, au-delà de sensations immédiates, il y en a aussi de ces sensations immédiates, les herbes, le vent, etc. Oui, mais on ne sait pas d'où. Voilà, ah non. On ne sait pas de quel niveau temporel, qui ressent, eh ben c'est énorme, parce que c'est un peu ce témoin qui regarde passer le fleuve qu'on a oui, c'est ça, Héraclite. Exactement. Et donc, oui, mais c'est jamais la même eau qui passe. Mais c'est jamais la même eau. Et oui, mais c'est ça que j'essaie de dire. Je sais. Et il y a aussi des anecdotes au milieu. Ah bah évidemment. L'anecdote de la Maroune, par exemple. Ah bah c'est extraordinaire. Voilà, cette jolie anecdote de la Maroune qui m'apprend à rêver mes rêves. Alors, ça c'est quand même... C'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Oui. C'est quand on dit vrai, je vais dire plutôt exact. Voilà. Parce que tout le reste c'est vrai. Le vrai n'est pas l'exact. Voilà. Donc disons c'est une anecdote exacte. Quand j'étais enfant, celle qui était masque m'a appris dans le village, qui était aussi l'institutrice d'ailleurs, mais qui guérissait les blessures en fait, tout ce qui enlever les brûlures. Voilà, hein, comme ça existe dans tous les villages d'arrière-pays alpins. D'ailleurs les hôpitaux travaillent avec maintenant. Ah ouais. Oui. Ma mère a eu récemment un zona et le médecin a dit faites venir aussi quelqu'un qui est un jeune homme absolument charmant, qui a 30 ans, c'est sa grand-mère qui lui a transmis, on attendait, qui travaille plus à la sécurité sociale, et quelqu'un de tout à fait banal, mais qui lui a enlevé et il l'a fait. Elle n'avait plus aucune brûlure en une heure. Donc pourquoi on ne le sait pas, mais on sait que ça marche. Et ils sont souvent au laboratoire. Ils sont souvent sollicités non par les hôpitaux, en particulier pour les traitements du cancer. C'est-à-dire parce qu'il y a les brûlures quand on fait absolument. Et donc on les sollicite. Donc voilà. Donc c'est un côté un peu magique. Et je raconte comment elle m'apprend à rêver mes rêves. Et effectivement, je crois que je sais encore, rêver mes rêves. Après, j'ai découvert des années plus tard que c'était une pratique qui se faisait chez les Indiens d'Amérique du Sud, qu'on appelait les rêveurs. C'est ça. De même que payer la plante. Elle m'apprenait à payer la plante en disant que quand on prend quelque chose à la terre, il fallait la payer. Alors elle me disait, tu mets la plus petite pièce de ton porte-monnaie quand tu cueilles des choses, quand tu prends des choses. Et puis pour ce qui est des légumes, des fruits, c'est pas pareil. Là, tu mets de l'engrais. Donc tu payes la terre. Voilà. Mais tu payes la terre. Ou tu remercies, tu payes la conscience. Voilà, peu importe, tu payes la terre. Et parce que si tu épuises la terre et tu ne donnes rien en retour, tu auras la terre se retournera contre toi. La terre va s'épuiser, elle ne donnera plus rien. On y est en plein. Hein. C'est cette conscience qu'il y a aussi, dans ce que dans ce qui porte ton récit, et cette conscience à laquelle l'humanité devra venir. J'espère bien, oui. Il y en a une, là, je crois que c'est la page, je ne sais plus où c'est, parce que je ne le connais pas par cœur. Mais, comment ça, tu ne connais pas ton livre par cœur? Ça ne va pas du tout. Ah non, pas du tout. Je rigole. Voilà, par exemple, tu vois, il y a un matin, et puis après, on vient sur le réel. Le 13, encore grumeaux de levant dans le verre, grimpant en gambade les escarpements, silure au bout de la flamèche, les valves travailleuses du cœur, la paroi grumeleuse de la gorge, les kilomètres d'alvéoles de poumons, leur tapisserie cachée, persévérante et grêle, je les explore avec respect, précautionneusement au bistouri d'une phrase. Dans la ferme industrielle, à l'entrée de la vallée, la carne suppliciée est une hostie sans rédemption. Pis purulent, des vaches traitent jour et nuit, tendues à des sondes, et des poulets crevés asphyxiés l'entassement. Ce matin, je décultive préventivement le pire comme Mithridate son poison, côte arrondie dans le mou de la couette, puis pied en sentinelle, attrape un virage en épingle, une coque de tente déshabitée, une ruelle tortueuse, par manière de marcher à la rencontre, de tenir la guet, emplir les bronches, laisser germer la tente sans contenu, me tourner et retourner, impatience ou méfiance d'Orphée, curiosité ou compassion de l'épouse de Lot, un emblème. Vers l'avenir ponctue le pépiement d'une troupe d'enfants en visite, vers des magasins d'ombre et leur persuasif repos, flûte taillée dans le tibia, vers l'histrion exalté de l'histoire dopé à coups d'hémoglobine.
La correction automatique change son exalté en échalote, effigie grotesque, qui pend longtemps en médaillon au cou de quelque chose, comme un pressentiment. Voilà. C'est-à-dire un pressentiment de... Bah ouais. J'aimais beaucoup cette phrase de Borges qui disait l'histoire, ce beau nom de l'horreur. Et donc, il y a quelque chose. Ben, aujourd'hui, l'humain est menacé par lui-même, mais ça, je le dis ailleurs encore. Oui, c'est tout. Ouais, je ne vais pas tout, mais je le dis à un autre endroit. Ah, ben, c'est là. En même temps, le langage, c'est le langage de l'humain, et tu lui donnes de la conscience parce que tu parles sans arrêt au langage. Ah oui, je parle du langage, Au avec le langage avec et au langage. langage. Voilà. C'est à la fois l'interlocuteur, mon médium, et ce qui me contient. Exact. Parce que c'est commun. Je m'exprime singulièrement, mais le langage est commun. Et moi, ce qui me paraît aujourd'hui l'enjeu, disons, absolument majeur de notre époque, là, une époque qui est complètement obsédée par l'identitaire, qui me paraît une impasse totale. Voilà, à l'identitaire et à une espèce de collectif, si tu veux, qui est en quelque sorte dévalorisé par le peuple absent, hein, comme aurait dit Deleuze. Par la dissolution du citoyen en client, j'opposerai, je ne suis pas la seule, mais pour moi du moins, j'oppose le singulier de chacun de nous, totalement irremplaçable. Exact. Voilà. Et le commun, tous, le singulier et le commun. Et le commun qui se retrouve dans un langage quand il est commun. Quand il est commun. Et donc c'est pour ça que si tu veux, tout le travail du politique, c'est à un moment donné rendre le singulier commun. Voilà. Voilà. À tous les sens du terme. Exactement. Que tout le monde puisse s'en emparer, qu'il devienne commun. Et donc, c'est cette question du commun. Mais tu as aussi, dans le livre des Échos du politique, regarde, ce matin, 8 h, avant de descendre au village, je me suis arrêté dans la salle commune pour écouter les nouvelles. Ce que je ne fais jamais d'ordinaire, veillant à ce que la cruauté ne me bondisse pas à la gorge au saut du lit. Écoutant attentivement l'analyse de l'économie chinoise imbriquée de capitaux privés et de financement étatique, les derniers cancans de la politique locale de mon pays, querelle de quartier entre les mêmes protagonistes, la probabilité en forte hausse d'attentats nucléaires, l'annonce de quelques grèves corporatistes sans porter, puis, comme ressurgit d'il y a près de 50 ans, une stigmatisation des manœuvres gauchistes de la frange extrême des écologistes, l'anathème s'extrayant anachronique de l'entonnoir du temps. Puis la nécrologie quotidienne des massacres et des fuites, et sa litanie en yin de Syriens, Libyens, Maliens, Irakiens, comme la déclinaison d'une langue planétaire ne désignant rien, déclinaison en yin de ce rien incapable de ramener ces hommes et ces femmes à ne serait-ce qu'une présence de quelques instants, pourtant existant bel et bien, à enfiler leurs vêtements, avaler une boisson fumante, masser leur nuque ou leurs reins raidis d'une crampe, appuyer sur le bouton pour entendre les nouvelles du jour ou au contraire, s'en protégeant comme moi d'habitude et prolongeant le plus possible l'intervalle entre le sommeil et la veille, son entre-deux désencombré réduit à la distance étroite, entre les pieds enfilant les pantoufles et la main arrêtant la sonnerie du réveil, allant à l'eau du lavabo, de la douche ou de la cuvette, réveiller les yeux, le visage, le corps entier. Voilà, c'est fait, un jour de plus. J'ai éteint la radio pour rester avec eux, lointains, pareils et distincts séparément, privés des habitudes du lever ou occupés par elles, avec seulement de légères variations d'odeur d'air, de décor des bols et des soucoupes, de marque du paquet de café, de forme ou de teneur du pain, me revenant au palais le goût des galettes plates et grumeleuses de Beyrouth, des scones du déjeuner à Montréal, des frustucs berlinois et des breakfasts universels dans les hôtels internationaux, dont je garde dans le placard de la cuisine les petits carrés de confiture de fraises et d'oranges, rapportés de Tokyo, de Rome, d'Amsterdam, de Lisbonne et d'ailleurs, glissés dans mon sac en témoin de voyage alors qu'ils ne le sont de rien, et le sont pourtant davantage que les babioles des boutiques à souvenirs, où j'entre avec toi dans une rue sentant le safran, détaillant consciencieusement les cœurs en pain d'épices caramélisés, décorés d'un I Love Zagreb identique au I Love the Big Apple sur la pomme croquée de Manhattan, et ainsi de suite. Ce dimanche, I Love New York, Pékin, Londres, Athènes, Hambourg, Vienne, Tanger, de cette confiture planétaire et de magnettes plaquées sur la porte du frigidaire, comme disaient les villageois de l'enfance, transformant la marque en nom commun, et ce dépôt de temps, d'allées-venues, de langues, de visages, se rassemble dans ma main qui tient la poignée et saisit la bouteille de lait aussi blanche que la porte.
de son gros goulot coule un liquide pareillement blanc, qui va éclaircir le noir du café, le rendre caramel, amollir les cornflakes, dissoudre le beurre blanc. Merveilleusement le lait, sa coulée blanche, comme l'étalon du blanc dans la jatte, qui passait de main en main à Conakry, chacun y trempant à peine le bout des lèvres, tant était précieuse cette abondance blanche, soutirée au pouls asséché de vaches maigres, rompues de fatigue, mourant de faim sur le bord des routes comme les enfants au ventre gonflé, les femmes aux babelles vides, les hommes harassés, la plupart sidaïques, presque agonisant dans la chaleur tropicale, face à un rivage de roches aiguës, dont l'aridité coupante nous laissait hébétés, interrogeant « Mais où est le sable? Où est donc le rivage ?» sachant bien qu'il avait disparu dans des bennes de camions, exploités, exportés, ratissés, jusqu'à ça, dont on ne savait pas même dire la violence. Cela et le reste, me ramenant d'un coup et me serrant si fortement la gorge, qu'à même la bouteille en plastique, j'avale une lampée de blanc et son effacement, écran blanc, ombre blanche, feuille suivante, nouveau jour, tel qu'il est ce matin épais, laiteux, nourricier, me passant sur la langue la frayeur que la terre ne nous crache, pruneaux secs, parasites, nuisibles, le temps de la gorgée de lait puisse s'effacer. Il faut que ça passe. La jambe qui lance, le caquetage entêtant des nouvelles, le souvenir trop vif et la déglutition de la parole, que ça passe, simplement que ça passe. Enfin bon, là c'est le monde qui entre. Et cette conscience politique dans tes textes, elle est tout le temps, évidemment, là, prégnante, et c'est extra. Enfin, c'est prenant, ça remue complètement, et là je parle de manière complètement simple et avec mon cœur, parce que c'est immense cette puissance de ce texte. Tout comme Célébration de l'espèce, que j'ai entendu avec Frédéric, et qui m'a remué. Ça c'est énorme. Ah oui, il y a des choses que non, voilà. Mais je veux dire que même dans cette méditation très, comment dire, qui est champêtre, on va dire. D'ailleurs, j'ai dit à un moment donné, il y a quelque chose de commun entre l'écriture et le triage des simples. Voilà, hein, la cueillette des simples. Mais je ne peux pas tout dire ce que je dis là, évidemment. Mais il y a je ne peux pas me dissocier du monde. Non. Je ne sais pas écrire, j'ai bien précisé. Ou du moins, je trouve que c'est toujours mauvais. Donc, je n'ai jamais publié ça. Je ne sais pas écrire des choses engagées. On ne peut pas. Pour moi, l'engagement du poème, c'est pas ça. C'est d'abord de déporter la langue et d'amener à une conscience. La cité a une conscience. Le poème, il n'est pas dedans ou dehors de la cité. Il est avec elle. D'ailleurs, il y a un texte qui a été publié dans la revue Cité et un autre qui va paraître, qui sont sur ce thème. Mais tu vois, par exemple, après c'est juste... Ouais, je te dire que cette écriture, elle va de toi au monde, elle englobe, parce que tu accueilles le monde, et d'une temporalité anecdotique à une espèce d'immanence humaine. Voilà. Oui, merci. Ça va de l'intime au commun, tout le temps, du singulier au commun. Ça va de la comment dire, nos vies à chacun de nous. Elles sont à la fois insignifiantes et infiniment précieuses. Parce que si on oublie que chaque être est infiniment précieux, on oublie l'humanité, c'est ça. C'est la conscience de chaque être, et je dirais même plus largement, chaque vie est infiniment précieuse et unique. Nous sommes, ça me fait penser au titre là, nous sommes, comment elle s'appelle, Cynthia Fleury, les irremplaçables. Nous sommes des irremplaçables. Absolument, mais intimement liés dans nos histoires. Mais totalement. C'est-à-dire que si toi tu es malheureuse parce qu'il t'est arrivé quelque chose, et ben il va y avoir un effet qui fait qu'en sorte que les autres ne vont pas pouvoir accéder à la béatitude, à quelque chose de positif. Ah, moi, je ne peux pas concevoir un bonheur personnel qui ne tienne pas compte, si tu veux, d'un... Mais d'ailleurs, regarde... C'est bien tout le drame de l'humanité et tout ce qui se passe. Tu vois, juste après ce que je viens de te dire, qui était donc, qui est là c'est la prose, hein, ça, la survenue, mais pas une prose. Ça ne veut plus rien dire, parce que le texte, c'est cette texture. C'est la texture du texte, mais après vient ce sonnet, blason. Non et oui indissociés. Je réponds à ce que je viens de dire. Non et oui indissociés, l'être avec son effraction et son non-lieu,
la mer grise, presque noire. Loin et là, couches de ciel et de terre mélangées, liserés et fragments dans la filature, au kaléidoscope Dieu d'abeilles et de membranes dilatées dans l'éveil et la vigilance. La planète village connectée et le tout partout se dispersant, et s'aimant tout partout, dans le goût voyageur du thé au gingembre, la liste de courses et les noms gribouillés sur les boîtes aux lettres, bouffés d'intense, comme le dos en roue de la bufflonne fleurie magnanime et couronnée, sa propre vie imaginaire, branchée au propre de la vie. J'aime beaucoup celui-là. Ah, il est superbe. Ouais. Alors, tu vois, j'ai un petit... Il est un peu comme un feu d'artifice dans les sons. Quand je dis que je l'aime beaucoup, c'est parce que, si tu veux, il y a à la fois, bon, l'être, la méditation ontologique, si tu veux, le quotidien, le thé au gingembre et la liste de courses, et puis cette bufflonne fleurie, qui est absolument imaginaire, hein, qui est une vision, un personnage imaginaire de bufflonne fleurie, magnanime et couronné. Et le bœuf est sacré, voilà, hein, on a annoncé c'est aussi bien le bœuf à pie égyptien, après que la vache sacrée hindoue, etc. Que le bœuf sur lequel se tient la haute hein, dont je parle au début, le buffle sur lequel se tient. Et voilà. Oui, donc après, comment dire, à chacun, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allusions. À un moment donné, je parle même du comment c'est Solvay coagula de la chimie, par exemple, ou du Tsimtsuk kabbaliste. Tu as vu à un moment donné. De toute façon, mais très vite, juste je les mets. Ensuite, à chacun d'aller, s'il en a envie, approfondir ce que tout cela dit, si tu veux, mais qui tiennent à la fois, comment dire, ce fond symbolique qui appartient à l'humanité, tu vois, et qui, dans lequel il y a à la fois, sans doute, un lien avec le réel, une manière de décrypter le réel, de le dire, et une part d'imaginaire. Mais l'imaginaire est une façon de penser le réel aussi. Voilà. Le réel est imaginaire. Voilà, le réel. La physique quantique, heureusement, le réel est imaginaire. Mais c'est voilà. Alors, mais il s'imagine à travers, par exemple, la mathématique. Tu sais que moi, je suis de formation mathématique au départ. Voilà. Donc, j'ai adoré les mathématiques. Et c'est un langage. Alors, j'ai pas envie de dire pur, mais débarrassé de la subjectivité qu'on met dans le concept. Absolument, voilà. Absolument. Et ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai retrouvé quelque chose des mathématiques dans le poème, quand j'ai dû quitter les mathématiques, pour des raisons qui t'amuseront, tu regarderas où tu veux dans le... qui t'amuseront. C'est qu'étant donné que je commence à être une vieille bête, ah non, mais je suis une vénérable bête, bon, donc je n'ai pas... Non, quand on a bien vécu sa vie, à un moment donné, le temps, voilà. Mais quand même, je suis, peut-être pas encore vénérable, mais honorable. J'ai un âge honorable. Donc, je plaisante. Et donc, dans cette honorable bête, il y a, je veux dire que, c'est que quand j'avais 17 ans, et que je suis rentré dans les prépas scientifiques, à Taupe, je ne suis pas rentré en Cap, d'abord. Et puis, à un moment donné, les professeurs ont demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, bon, mes camarades, comme mes camarades, j'ai dit, alors moi, allons-y, donc j'étais vraiment très très bonne en maths. J'ai 19 3/4 au maths, maths, physique, chimie. Je cartonnais, j'adorais ça. Mais j'adorais aussi la philosophie, les maths, des équivalents, mais j'adorais ça. Et donc, je dis, Polytechnique, ah non, c'est pas ouvert aux filles. Aérosup, ah non, c'est pas ouvert aux filles. Naval, c'est pas ouvert aux filles. Les mines, c'est pas ouvert aux filles. C'était avant 68. Donc, bon, alors, quoi, ponts et chaussées, c'est pas ouvert aux filles. Alors, qu'est-ce que je fais? On m'a dit, vous ferez professeur, passer normal sup. Ah, ben, je dis, c'est comme ça, je m'en vais en Cagne. Je préfère enseigner c'était des choses aussi de jeunesse. Je préférais enseigner la philosophie et les lettres qu'enseigner les mathématiques, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et donc, je suis parti en Cagne. Je suis resté 1 mois en Taupe. J'ai rejoint la Cagne, et puis après j'ai fait études de lettres et de philosophie, jusqu'à la grecque, comme tu sais. Voilà. Et donc, et j'ai autant adoré, hein, c'est pas... Mais j'ai retrouvé mais ce goût des mathématiques, j'ai écrit un texte que tu as peut-être pas lu, je te le donnerai tout à l'heure, qui se situe là-bas, qui s'appelle Le nombre, le nom. Je ne sais pas si tu l'as. Voilà. Et qui est tout petit comme ça, qui est paru chez Ficelle, et qui était un tout petit texte. C'est le principe de
de ficelle, il te demande un petit texte qui sort dans un petit format comme ça, et qui est sur le nombre et le nom. Bon, le titre dit tout, hein. Et c'est vrai que j'ai retrouvé peut-être, j'ai retrouvé en poésie là, quelque chose des mathématiques dans la synthèse, ou le sens de la formule, on pourrait dire. Oui, et puis quelque part, certainement, aussi dans le son, probablement, et on retrouve des nombres, parce que l'univers, c'est des nombres, enfin, c'est une structure géométrique, évidemment, donc... voilà. Moi, j'ai trouvé dans le poème, si tu veux, une possibilité de langage. Voilà. Je ne dirais pas qu'ils aient synthèse entre les maths et le langage, ce serait ridicule, parce que ce n'est pas exact. Mais où j'ai pu garder quelque chose et, disons, actualiser quelque chose de cette nostalgie des mathématiques. Ouais. Peut-être parce que c'est dans du le texte, rythme ou du rythme, dans son côté très serré, dans son couche sur couche. C'est pour ça que je dis la formule. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que il y a des passages narratifs dans le mu, mais il y a aussi des passages très serrés. Tu sais comment l'écriture est très dense. Voilà. Et je pense que bon, alors je ne dis pas que je tiens ça des mathématiques, c'est trop facile de dire ça comme ça. Mais quand même, il en est resté un goût comme ça, quelque chose qui rassemble très fort, si tu veux, à la fois la sensation, la pensée. Parce que quand j'étais enfant, je le dis d'ailleurs, je crois, dans Mu, quand j'étais enfant, d'abord, je détestais ce qu'on me donnait à lire, pas chez moi, hein, mais à l'école. Les petits, tu sais, les poèmes qu'on me donnait à l'école, ça m'était totalement insupportable. Je m'ai vraiment insupportable, je trouvais qu'on perdait du temps avec ce temps de page pour dire rien, ça valait vraiment pas la peine. Bon, il faut dire que c'était pas un grand choix. Et donc, je détestais ça. Les récits, pareil, on savait à la deuxième ligne de ce qui allait se passer, ça m'énervait au-delà de tout. J'aimais que les contes. Les contes, ça oui, de Grimm, etc., ça j'aimais les contes. Les contes, ou bien, tu sais, les légendes de... Mes parents m'avaient acheté les légendes de tous les pays, quoi, de tous les pays du monde. Alors ça j'aimais beaucoup. Mais le reste, je n'aimais pas du tout. Alors je lisais, mais je lisais chez moi, mais je lisais déjà, tu vois, je lisais Les Misérables, j'avais 8-9 ans, je lisais des livres. Le reste, je ne supportais pas. Donc je me suis mis à aimer que les mathématiques. Jusqu'à ce que, là au moins j'étais bien, j'étais tranquille, et puis surtout, il y avait cette sensation de raccourci. Parce que j'avais toujours le sentiment que quand là par exemple je te parle, mais en même temps, comme toi tu m'écoutes, tu me parles, tu vois ce qu'il y a autour, tu me regardes, tu peux avoir une pensée qui s'échappe vers autre chose, tu as des sensations, notre esprit est toujours comme notre corps d'ailleurs, sont toujours sans arrêt emplis de quantité de choses. Et le langage, il est successif. Il faut dire une chose après l'autre. Puis il y a notre subjectivité. Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on... Voilà, ça, c'est pas sûr. Mais enfin, écrire, c'est essayer. Voilà. C'est ça, c'est essayer. Et faire des connotations partagées. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, ce qu'il y a surtout, c'est que il y a tant de pertes. Voilà. Et la successivité du langage m'était vraiment pesante, enfant. Et puis, enfin en sixième, merveille, parce qu'on me donnait des textes pour enfants, les poèmes pour enfants, et j'aimais pas ça du tout. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que je n'aimais pas du tout. Je trouvais ça, et puis à l'époque, je n'aimais pas du tout, mais pas du tout les récits pour enfants. Et donc, et puis en sixième, eh ben, j'avais du latin, je me fait faire du latin et de l'allemand. Et en latin, ben, c'était difficile de me donner des livres jeunesse en latin. Donc on m'a donné Virgile, Horace, etc. Et soudain, j'ai commencé à m'intéresser. Je me suis dit, c'est pas mal ça. Et puis j'avais un professeur d'allemand, avec que je salue au passage, enfin très bon professeur, puisqu'allemand était ma première langue, qui chaque fois qu'elle entrait, à chaque cours d'allemand, nous mettait une petite phrase, deux poèmes, un petit extrait de poème, deux vers. Wer reitet durch Spät, durch Nacht und Wind, bon, qu'est-ce qui galope si vite à travers le vent, à travers la nuit et le vent, par exemple, c'est Goethe, c'est König, les Ulm. Bon, les mots sont pas très difficiles, et elle vous apprend le mot vent, le mot, tu vois, deux petites, c'est pas comme mit einem Kind, le père et l'enfant, et par exemple celui-là, mais je pourrais en citer
des tonnes. Ça peut être Novalis, ça peut être Rilke, ça peut être Schiller, ça peut être Goethe, ça peut être... Mais vraiment jusqu'à des poèmes très contemporains. Elle a même mis du Celan, c'est-à-dire il y a une... Bon, après, plus tard, je me suis rendu compte de ce que cette femme faisait. Mais juste 2 petites phrases. Donc, ça n'était pas difficile pour ces enfants. Puis je l'ai eu de la 6e à la 3e. Ça n'était pas difficile. Elle nous faisait apprendre les mots, et puis elle nous le faisait dire, et elle nous le traduisait, là, quand même, parce qu'on ne pouvait pas traduire, non. On n'était pas capable. Elle nous le traduisait, et puis après, on faisait la leçon habituelle du jour, mais on réemployait les 2 mots pris par le poème. Et là, j'ai commencé, et puis dès qu'on a pu apprendre des poèmes, commencer à lire des poèmes en allemand, une strophe, elle a commencé, c'était très bon, ces choix. C'était de grands poètes allemands qu'elle donnait à lire. C'est là que j'ai découvert Rilke, que je devais être en 4e ou 3e. Et elle nous donnait des petits paragraphes de Rilke, bon. Et c'est là que j'ai... Alors là, donc j'ai découvert, en fait, la poésie, je l'ai découverte en allemand et en latin. Et j'ajouterai en italien. Parce que dans ma famille, puisque je suis d'origine, mes grands-parents sont d'origine florentine, on lisait Dante. Ah oui. D'ailleurs, il est cité là. Oui. Hein, bon, je cite Dante, mais quand j'évoque la figure de cette grand-mère, et qui disait Dante, Pétrarque et tout le reste, et qui ravaudait des sacs qu'on traitait de ritam, bien sûr, puisqu'elle avait fui pour des raisons politiques. Hein, c'était des libertaires, des anarchistes, la montée du fascisme en Italie. Mais elle a transmis une culture à ses enfants. Et on a tous, j'ai encore là-haut dans ma bibliothèque, le Dante de mon arrière-grand-mère. Voilà. Et qui, Almeida del Camino, etc. Bon, voilà. Et mon grand-père me lisait, chaque fois que j'allais le dimanche, il tenait un bar, un restaurant, dans le Vieux-Nice. Et quand on montait à l'étage, il me jouait, parce qu'il jouait de tous les instruments, que sa mère, qui était pianiste, lui avait appris sur des cagettes. Je le dis, ça. Et je le raconte. Et il me joue la musique. Il me jouait des opéras, il me jouait tout. Mon grand-père jouait tout. Il entendait, il jouait, il avait l'oreille, il entendait, il jouait. Et puis il me lisait Dante. Donc ce sont voilà, les 3, les fondateurs. Et alors après, évidemment, quand je suis passé au lycée, ça a été évidemment, bon, là j'ai découvert évidemment Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, bon, voilà, toute l'histoire poétique jusqu'à, voilà, Michaud, Charles, etc. Tout ce qui a pu faire la contemporanéité poétique, bon, tout ce qu'on veut. Mais la première rencontre avec le poème, et ce qui m'a réconcilié avec le poème, c'était le poème latin. Alors, il y a pire que Virgile, quand même. Hein. J'aimais bien Horace. Soit les Marie Magno, Exegi Monumentum, je les connais encore. Non, je les connais encore. C'est fou, mais, hein. Et les poèmes en allemand. Les poèmes en allemand, vraiment là. Qui est une langue magnifique. Là, le professeur d'allemand, elle avait un goût. Et puis, pour la première fois, soudain, je me suis dit, c'est peut-être intéressant. C'est peut-être pas aussi bête que ce qu'on me fait lire. Et puis après, il y a eu, quand même, à partir de la 3e, quelques professeurs de français qui ont commencé à donner à lire des textes déjà beaucoup plus intéressants. Bon, et puis après, j'ai eu mon prof de français. À partir de la seconde et la première, j'ai eu des professeurs qui donnaient à la fois bon, ce qu'on devait avoir traditionnellement lu, mais enfin, cela dit, hein, je veux dire, j'aime autant du Bellay que Chartres, ou Chartres que du Bellay. Je veux dire, il n'y a pas, ou Ponge, il n'y a pas, c'est un très beau poète du Bellay. Donc je veux dire, je dis du Bellay parce qu'il me vient à l'esprit, mais il n'y a pas comme ça une sorte de poésie classique qui sonne, voilà. Mais qui m'ont là ouvert effectivement. Alors là, ça a été la lecture, j'étais une boulimique de lecture de poésie, c'était fait quoi. Mais la première rencontre, celle qui m'a réconcilié avec le langage, c'est ça. Ça a été, et justement, tu as parlé avec beaucoup de justesse tout à l'heure du sonore. Oui, parce que je trouve que dans le poème, tout fait sens. L'image, le son, le rythme. Bon, les significations, évidemment, sémantiques des mots que tu emploies, mais que ça crée, évidemment, une polysémie, donc ça on le sait, mais si tu veux, ça crée, j'aimais bien ce mot de Riffater, une signifiance, pas seulement du sens, une signifiance comme qui va en tout sens, et qui pour moi, pour l'enfant, je te parle là, l'enfant, puis la jeune adolescente que j'étais, c'était pas du tout quelque chose de sentimental qui m'a amené au poème.
C'est parce que ça peut, un besoin de se dire, etc. Et c'est c'est ni mieux ni plus mal. Voilà, c'était pas ça. C'était que soudain, je trouvais que c'était un langage qui pouvait rassembler le multiple de ce qui nous habite. Voilà. D'ailleurs, je le dis aussi. Le mantra, hein, finalement. Voilà. Enfin, oui, c'est ça. Dans cette ouverture. Le multiple de ce qui nous habite. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, c'est toujours ce que j'ai recherché en poésie. C'est paradoxal, le multiple, il est aussi un, quoi, finalement, quand on le réunit. Il est une unité. Parce que le mot rassemble. Voilà. Parce que là, je ne sais plus, ce truc que je parle du 1 et du multiple, je ne sais plus où c'est, ça. Tu sais, je ne sais plus, ça. Je ne sais plus où j'ai mis tout ça. Par exemple, tu vois, 32. Je ne sais pas si c'est ça, hein. J'ai noté quelques pages, parce que sinon, je suis incapable de le retrouver. Parce qu'autant tu peux retrouver dans un recueil de poèmes, hein, mais là, tu ne peux pas le retrouver. Tu vois, par exemple, ça, c'est tout à fait un souvenir de Rabelais. Je contemple les mots comme si allaient en surgir révélation. Et il en coule à flot, et de sources, pareilles à celles qui sautent sourdes entre mousse et fougères, que jaillissent l'eau claire des syllabes entrechoquées, les grêlons de paroles dégèleront au chaud des gencives, et le sang du Graal retrouvé coulera à flot dans les veines. Le verbe incendiera les luminaires des séphirotes et la barbe des patriarches, c'est ce qu'il faudrait croire. Même si la fonte d'épaule déferle en logorée, et si la parole se retire dans le bégaiement, fascinée par son impuissance, elle est souvent aussi une exaction, et fouille le barda du réel avec des doigts de chewing-gum et une mine de dernière carte. Ce qui parfois surgit en elle font d'une éthique respiratoire, du vent, de l'air, pour le libre, l'entracte et l'entour partagé. Bravo, tu vois, magnifique. Ouais. Tu vois, le vent, bon, et on parle assez Rabelais, hein, cette idée de prolifération de la parole. Sûr. Mais il y a un aspect comme ça qui est chez moi, hein, dans la liste des morts. Je ne sais pas si tu as jusque-là, puisque tu as laissé ton livre. Je l'avais bien. Oui, non, mais tu l'avais déjà bien. Bien tu vois, bien parcouru. Je ne sais plus où c'est ça. Tu sais que je fais la liste des morts. Je ne sais plus où elle est la liste des morts. Mais pas au début, parce que moi j'avais bien avancé et je me suis arrêtée dessus. Et tu t'es arrêtée dessus, tu t'es arrêtée à la liste des morts. Non, je l'ai reprise après parce que ça m'a beaucoup. Voilà, ah oui, c'est pas 57. Oui. Alors là, on est tout à fait. Alors, je n'arrive pas à la retrouver. Hein. Si, c'est ça. Et alors là, c'est une convocation dans le livre à partir bon, alors je vais en citer quelques-uns. Je ne vais pas les ralentir parce que c'est beaucoup trop long. Hein. Juste après, je lirai simplement la fin. Voilà. Par exemple, voilà l'Antoine, électrocuté à 20 ans en une mission de sauvetage pour la Croix-Rouge. Son regard vitreux de trépassé fixe son nom inscrit en lettres dorées sur le monument aux morts. Derrière, et bien voilà mon arrière-grand-mère, c'est Petra del Prato, quittant sa riche demeure florentine pour suivre un bel anarchiste tailleur de pierre à Carrare, parce que sa famille n'avait pas voulu qu'elle épouse le médecin bossu dont elle était amoureuse. La même ensuite, ravaudant des sacs en haut de la colline des Ritales. Elle encore, un aïeul cassé par l'arthrite, qui rétorque à sa fille le reprochant de barguigner en patois. Ce n'est pas du patois, fille, c'est Pétrarque. Plus loin, se profile Joséphine, dite Finette, suicidée à 50 ans en se jetant dans le Riou, et qui, pour ne pas être enterrée avec son ivrogne d'époux, a laissé ce mot au revers d'une liste de courses. Je l'ai eu toute ma vie sur le dos, je ne veux pas l'avoir sur le ventre pour l'éternité. Et ainsi de suite. Celui d'après, c'est Toine, le maçon, bon, à côté de lui, sa femme enfermée à l'asile, puis voici Violetta, et puis etc., etc. Je les fais tous défiler, puis mon grand-père, un grand blond athlétique, c'est lui, l'Italien, Primo Ribelli, qui se transforme en Paul. Et il y a aussi l'employé de la morgue, tiens, celle-là, elle est drôle. Il y a aussi l'employé de la morgue, c'était mon oncle, qui faisait évader les résistants dans des cercueils. Resté presque nain à cause d'une maladie de croissance, il avait une si longue verge, paraissant encore plus grande à cause de sa petite taille, que sa femme avait pris peur le soir de leurs noces, avant ensuite de l'apprécier, comme elle disait souriant, à sa juste mesure. Tu vois, enfin, là on a de la drôlerie de la mort. C'est ça. Et je termine en disant ceci, voilà, puis à la fin, il y en a tant
Il y en a trop de tous ces morts anonymes d'ici, attendant que quelqu'un déterre leur histoire. Poussière qu'ils sont dans les cimetières perchés des villages de l'arrière-pays, comme Pharaon dans la vallée des rois, entêtés à exister, avec une obstination que je tiens d'eux, de tous ces enterrés. Voici la vision et son accès de fièvre, infantile et inspirée, petite chose qui pousse son aile entre les omoplates. Dans le plat, pommes de terre et oignons se mélangent à l'olive et au thym. Ce qui nous sert n'est pas la cuillère ni les doigts, mais un maillon de mémoire confuse. Cette troupe turbulente fut, puis défaite, poudreuse comme un bord de route. On dirait, se dissipant, un point de départ, à la semelle un peu plus de silex effrité, son attachement crissant, son fumé de feu éteint et sa nostalgie entêtante. Voilà. C'est un tombeau que je leur fais là. Ouais, Voilà. mais... Mais tu vois bien là, tu as d'un côté le récit, là, qui est un récit pris essentiellement dans le carnet. Bon, ça c'est le travail de structuration d'un, voilà, hein, qui est donc et par contre, quand je lis Voici sa vision, là on est vraiment dans le mausolée, dans le recueil, voilà. quelque chose qui sert la sensation. Alors qu'avant on raconte des choses drôles. Alors il y a des choses drôles, des choses plus tristes, mais ce sont effectivement des personnages de ma famille, de mon histoire. Ma grand-mère, l'oncle effectivement qui sortait les résistants dans le cercueil, et il était effectivement resté presque nain. Tu sais, il avait les jambes courtes du fait de au poliomyélite. Et cette plaisanterie, effectivement, sur sa veste, est une plaisanterie qui courait dans la famille, mais de façon très, très gaie. Parce que ma famille n'était pas du tout, c'était des libertaires, je te le dis. On n'était pas du, je te l'ai dit, c'était pas du tout une famille pudibonde. Et encore moins, il n'y a aucune, absolument aucune sorte comment dire, ni de tabou sur le sexe, tu vois, ni de culpabilisation encore moins, ni non plus de libération sexuelle, parce qu'on n'est pas là. On est dans un... mais comme toujours chez les anarchistes italiens, le Christ est considéré comme le premier anarchiste. C'est lui qui a dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc il est le premier qui prône l'égalité entre tous les hommes. Donc il est respecté en tant que qui est complètement... non mais c'est pas faux. Tu vois, il est un éveillé. Non mais bien sûr que dans beaucoup de... Enfin, dans beaucoup de traditions hors religion, le Christ est quand même considéré comme celui qui a dit « ce que je fais, vous le ferez », ce qui est vrai. Quand tu es dans l'énergie, tu fais ce que peut-être pas tout, mais oui, les maîtres, quand la maîtrise de leur énergie, sont sur le chemin de cette parole de l'éveil. De l'éveil. Enfin, le maître, c'est celui qui rend maître. Oui, exactement. C'est pas celui qui a servi. Exactement. Il faut que le maître soit absolument. dans le sens. Enfin, les maîtres, la maîtrise, c'est pas une maîtrise dans le sens... C'est l'inverse de la domination. Voilà, c'est ça. La maîtrise, c'est le fait de pas du tout, et justement, de cohabiter avec les autres et de pouvoir... Oui, mais comment dirais-je? La maîtrise n'est pas un état, c'est une dynamique. Ah oui. C'est une dynamique. Absolument. On n'est pas maître comme ça, comme s'il y a pas Non. Mais c'est une dynamique de soi au monde et... Voilà, c'est une circulation. Exactement. Hein, et ce que tente Mu, tu vois bien c'est une circulation. Du vent, du souffle, etc. C'est une circulation, mais à un moment donné, il y a aussi, je ne vais pas le lire, on ne va pas tout lire, mais il y a une circulation entre bêtes et gens, présent et passé, souvenir et instant. L'instant, la fragilité. C'est un livre de l'éveil. L'éphémère de l'instant dans sa beauté, si tu veux. Age Kodakis, voilà. fais ce que tu fais. C'est-à-dire la présence à l'instant. La seule éternité, c'est cette présence à l'instant. Absolument. Voilà. Donc le livre est fait à l'entier de cette présence d'une attention extrêmement aiguë, ou que j'ai tenté de rendre extrêmement aiguë et très précise, très pointue, à l'instant, à la nature du vent, à la couleur de l'air, etc. Et d'un autre côté, donc d'une part cette présence à l'instant très attentive, et d'autre part la circulation du temps en nous. Le passé, le présent, l'avenir, tout ça, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, quand même, hein, parce que cette circulation, elle va dans les deux sens. Nous sommes finis, nous sommes dans la finitude, donc à un moment donné, je cesserai d'être, et bon, après,
qu'on puisse, que les gens, enfin les uns ou les autres, puissent croire, disons, à ce que continue l'être, l'âme, etc. Ce sont des questions de croyance, peu importe. Mais de toute façon, ça peut être un bel imaginaire. Ce sont des belles formes d'imaginaire. Quand dont on ne peut rien dire d'autre, c'est le troisième ordre pascalien. Il n'y a pas de raison de transporter la raison dans ces lieux-là. Mais la seule chose, c'est qu'elle ne soit pas dogmatique ou fanatique. C'est la seule chose qui est insupportable. Le reste, non. Le reste, ce sont des images. Alors, c'est vrai que je connais bien disons, on va dire les spiritualités, oui, si on veut, les systèmes de pensée orientaux. La Chine, évidemment, hein, le Chan, qui est l'ancêtre du Zen, qui fait le mélange de taoïsme et de bon. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai beaucoup lu, que j'ai pratiqué aussi. Et ensuite, il y a je connais bien la mystique juive, la Kabbale. Très intéressant. Voilà, c'est quelque chose. C'est énorme, parce que tu as vu pour les lettres. Là, ah oui, voilà, c'est extraordinaire. Avec l'herméneutique. Je n'arrête pas de... Exactement. Quand tu es pérotin, tu fais de l'herméneutique. Oui. L'idée que le signe humain ou la parole humaine ont du sens. C'est ça l'herméneutique. Elle est à la fois juive, fondamentalement, et les deux, juive et aristotélicienne. Et on l'hérite des deux, l'herméneutique. Donc il y a ça, c'est quelque chose que je connais bien. Enfin bien, oui, plutôt quand même. Où j'ai beaucoup lu, beaucoup échangé, beaucoup, voilà. Je connais la chrétienté aussi, c'est ce dans quoi j'ai été élevé en précisant que ce sont des libertaires qui m'ont élevé dedans. Donc le Christ, oui, mais n'écoute pas le curé. Voilà, c'était très net chez eux. Ils n'aimaient pas beaucoup Paul, ce converti qui était par contre, un personnage évangéliste, si vous voulez, si tu veux, le plus, c'était Jean. Voilà. Ah ben oui, l'herbe, c'est Jean. Jean. Bon, donc il y a des allusions. C'est pas parce que je suis dans un monastère chrétien, Saint François d'Assise, je le dis à un moment donné, n'est pas cette espèce de personnage un peu fadasse que l'Église en a fait. Il ne faut pas oublier que les manuscrits de Saint François d'Assise ont été détruits, hein, parce qu'il était comme tous les mystiques. Bref, je ne supporte pas les dévots, mais je m'entends très bien avec les mystiques. Donc la mystique chrétienne, la mystique juive, je connais bien. Je connais un peu, je dirais peut-être un peu moins bien, mais quand même, plus le soufisme et la mystique arabe. Oui. Les grands mystiques arabes, ce sont des traditions qui sont des vecteurs de libération, de liberté. Hein. Voilà. Donc, et je les mets, si j'allais dire, dans le même sac précieux, c'est-à-dire... En revanche, les dévots de toute nature... Mais d'ailleurs, elles discutent à peu près la même chose sur la base. En revanche, les dévots de toute nature, c'est pas pour moi. Ni les dévots, les fanatiques encore moins, n'en parlons pas. Mais le dogmatisme sous quelques... Mais ça, par exemple, le mieux, on dit quelque chose à un moment donné. De ces lieux mystiques, c'est-à-dire que c'est en ce sens-là, Mu, c'est quand même un grand rassemblement de beaucoup de choses. Hein. C'est circulaire. Comme tu le dis. Il y a un tour, un rassemblement. Et puis en même temps, on sent c'est un peu au départ, je le dis avec simplicité, un peu comme, puisqu'on parle des entraves et empêchements, il y a un peu d'homme, je n'ai pas l'idée, il y a un peu bilan d'une vie. C'est ça. Un peu bilan d'une vie. Sauf que je ne raconte pas ma vie dans son détail, mais enfin quand même, j'en dis des choses. Je fais allusion à la rencontre de la mort, la rencontre de la souffrance mentale, pas la mienne, mais quelqu'un qui m'accompagnait. J'y fais allusion, il y a même un texte, Anadula Mafou, qui est consacré à ça. Donc je veux dire, il y a des aspects, j'allais dire, d'autobiographie. Mais je préfère dire peut-être d'autofiction, ce sera plus juste quand même. Parce qu'on n'est pas sur la biographie. Pas du tout. En plus, la vie est une fiction un petit peu, donc la biographie est très prétentieuse. C'est toujours une fiction. De toute façon, dès que tu racontes, tu le transformes en fiction. Tout à fait. Bon, alors si tu veux, donc Mu, c'est une fiction, à la fois y compris, oui, il y a eu ce séjour, il y a eu tous ces instants-là, mais qui sont retravaillés après dans une fiction globale, qui est la manière dont je le construis, dont je le ressens, mais pas seulement dont je le construis, c'est une manière d'être au monde aussi, et de mettre au monde, parce que, comment dire, on met au monde notre vie, et à l'instant même où je parle,
ça y est, le mot d'avant et l'instant d'avant est déjà sombré dans le néant, et celui qui va venir n'est pas encore. Donc on est toujours que sur la crête très très fine d'un instant très frêle, et c'est ça qui me plaît. Parce que tu trouves pas que communiquer comme ça, c'est aussi une gageure, quoi, essayer d'être sur cette crête comme ça, en faisant confiance dans le langage pour communiquer. Ah ben ça, tu vois, si tu veux, c'est dans le but, oui. à un moment donné, c'est un choix. C'est pas une illusion sur le langage. Voilà, il est à la fois, le mot mu est à l'origine du mutique et du muet et du mot. C'est un choix, c'est un pari assumé et voulu, un choix dans le langage, un choix de faire confiance, non pas une confiance aveugle, mais de choisir le parti pris de dire que le dire humain, aussi insignifiant soit-il, aussi fragile soit-il, aussi imparfait soit-il, n'est pas rien. Voilà. Parce que c'est de l'énergie, donc c'est du mantra, tu crois pas? Ben, c'est-à-dire que le mantra, il y a une seule chose que je dirais par rapport au mantra, je vois bien comment les sonnets peuvent jouer le rôle de mantra, mais le mantra se répète. Alors que le mu ne se répète pas. Ah non, non, mais c'est circulaire. Mais c'est circulaire. Alors, c'est pas une répétition. Non, c'est pas une répétition. Il n'y a pas de début, pas de fin. Non plus. C'est juste à l'arbitraire de midi. Exact. Enfin, midi, c'est pas, comment dire, c'est pas neutre de choisir midi. Je lis pas la fin, hein, parce que on finira avec cette fin, justement, et puis je te remercie beaucoup. Voilà. Je finirai juste avec le dernier sonnet. Alors, on y va, je t'écoute. Les derniers mots, mais merci pas avant. C'est moi qui te remercie. Merci infiniment, très beau livre et beau moment. Enfin, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Tu vois, ça va passer là encore de là. Tout se fait et se défait de nous à nos fictions. Au prisme du langage, sèche le sang collé à la paupière, mais aucune étincelle ne s'allume à la pupille. À quoi servent les mots qui ne ressuscitent rien? Au creux des syllabes, toute joie et souffrance la lovée, dans la respiration de paroles anonymes. Battent les ailes lourdes, lentes à l'envol, puis soudain la vitesse, la pointe, l'aigu du regard perçant, des rémiges qui plongent, le précis de la patte sur la proie, le long plané circulaire qui s'élève en spirale au-dessus des forêts jusqu'à disparaître dans la transparence de l'air. Il est midi, le vrai soleil éclaire de face son effigie, dans la lune noire d'où jaillit la lumière, un œil oudjat de faucon pèlerin. Le sommeil perdu de la nuit, passé à la veille, alourdit les paupières. L'heure est venue de s'assoupir dans la lucidité du jour. Collines, cou et crâne, les collines et leurs chaperons de hautes cimes vigilantes et sourcilleuses ressemblent à la conscience, penchant attentive, son front sur la poitrine, cou rembourré de voix furtives qui s'adressent à son profonde gorge étroite, qu'ils se tendent vers un tout près de visage où le très loin de l'étoile du berger déclinante, toujours, cou, ses coups, sa peau tendre et plissée et la clique de vertèbres articulées. Quelle rotation espérée de la nuque au-delà des 180 degrés d'horizontale aux deux épaules, même si en rêve, le crâne tourne à son pivot au-delà du mi-parcours et l'œil d'éveil à 360 degrés dans un zodiaque de figures motrices. Merci, bravo, magnifique.